Tu me fais honte. Tu me dégoûtes. Ces mots, ma belle-fille me les a jetés au visage lors du dîner de remise de diplôme de mon petit-fils. Je n'ai fait que sourire. J'attendais ce moment. D'un signe de tête discret à un serveur, une vidéo s'est lancée sur le grand écran du restaurant. J'ai fait en sorte que cette vipère s'évanouisse devant tout le monde. Je suis heureuse que vous soyez là. Suivez mon histoire jusqu'au bout et laissez-moi en commentaire le nom de la ville d'où vous m'écoutez pour que je puisse voir jusqu'où mes paroles ont voyagé. J'ai été mariée 2 fois, j'ai enterré un mari et j'ai élevé 3 enfants. À 67 ans, je pensais avoir vu toutes les nuances de la cruauté humaine. Je me trompais lourdement. La salle de restaurant de l'auberge du Vieux-Pont bourdonnait de cette excitation feutrée si particulière au grand dîner de famille. Les verres en cristal tintaient doucement contre la porcelaine fine et le murmure des conversations et des félicitations remplissait l'espace élégant aux poutres apparentes. Mon petit-fils Lucas, qui avait troqué sa toge et son mortier pour un costume bleu marine impeccable, était assis en bout de table. Il rayonnait de cette confiance propre aux jeunes hommes qui viennent de conquérir le monde. Un master 2 de droit des affaires de l'université d'Assas avec les félicitations du jury. La fierté qui gonflait ma poitrine était si forte que j'avais l'impression que mes côtes allaient se briser. « Mamie Martine, tu as vu la tête du professeur Lambert quand j'ai fait mon discours ?» Lucas s'est penché vers moi, ses yeux brillants d'excitation. Je crois que je l'ai fait pleurer. J'ai tendu la main et j'ai serré la sienne, sentant les callosités qu'il s'était faites en travaillant sur les chantiers l'été pour payer une partie de ses études. Tu as toujours eu un don avec les mots, mon chéri. Ton grand-père aurait été si fier. C'est à ce moment-là que la température de la pièce a semblé chuter de plusieurs degrés. Oh, je vous en prie. La voix a tranché notre moment de complicité comme une lame de rasoir. N'allons pas prétendre que c'est un conte de fées. Toutes les têtes se sont tournées vers Amandine, ma belle-fille. Elle était assise droite comme un nid, sur sa chaise, avec ce sourire particulier qu'elle réservait au moment où elle comptait blesser quelqu'un. Ses doigts aux ongles parfaitement manucurés serraient son verre de vin si fort que je craignais qu'il n'éclate. Amandine a prévenu mon fils Julien à voix basse, mais elle était déjà lancée. Elle s'est levée lentement, délibérément sa robe de créateur, captant la lumière du lustre alors qu'elle se tournait vers moi. Les conversations des tables voisines ont commencé à s'estomper, les gens sentant que quelque chose se passait dans notre coin de la salle. Vous voulez savoir ce que je pense vraiment de toute cette comédie ? Sa voix portait juste assez pour atteindre les tables adjacentes où des visages familiers de notre cercle social se tournaient avec une curiosité à peine dissimulée. Cette femme athée, elle, dit en me pointant directement du doigt, joue le rôle de la grand-mère dévouée depuis des années, mais la vérité c'est qu'elle n'est rien d'autre qu'une source d'embarras. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé un visage soigneusement neutre. J'avais appris depuis longtemps à ne pas donner à Amandine la satisfaction de me voir vaciller. « Maman, arrête !» La voix de Julien contenait cette note de désespoir que j'avais entendue bien trop souvent. Mais Amandine ne faisait que commencer. Elle s'est approchée de ma chaise, sa voix montant à chaque mot. « Tu veux savoir ce qu'est vraiment ta précieuse grand-mère, Lucas ? C'est une imposture. Une vieille femme pathétique qui ne sait même pas s'habiller convenablement pour le dîner de remise de diplôme de son propre petit-fils. » J'ai baissé les yeux sur ma robe bleu marine. Classique, bien coupée, appropriée pour l'occasion, mais je savais que le problème n'était pas mes vêtements. « Tu me fais honte !» a poursuivi Amandine, sa voix portant maintenant à la moitié de la salle à manger. « Chaque fois que nous sommes en public ensemble, je dois prétendre que tu n'es pas un désastre social complet. Tu dis ce qu'il ne faut pas dire. Tu t'habilles comme si tu faisais tes achats chez Emmaüs. Et tu n'as aucune idée de la façon de te comporter avec des gens qui comptent. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais sentir le poids de dizaines de regards sur notre table. Je pouvais presque entendre les conversations chuchotées qui allaient alimenter les ragots pendant des semaines. Le visage de Lucas était devenu blême. Amandine, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Elle s'est retournée vers moi et pendant un instant, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui allait au-delà de la simple aversion. C'était du mépris pur et simple. Je porte la honte d'être associée à toi depuis 15 ans. 15 ans à trouver des excuses, à essayer de minimiser les dégâts que tu causes simplement en existant dans nos vies. Elle s'est penchée vers moi, sa voix tombant dans un murmure qui semblait encore plus violent que ses cris.
Tu me dégoûtes, Martine. Je te regarde et j'ai la nausée à l'idée que tu sois censée faire partie de ma famille. Les mots m'ont frappé comme des coups, mais quelque chose d'étrange s'est produit à ce moment-là. Au lieu de la honte et de la douleur que j'aurais pu m'attendre à ressentir, un calme s'est installé en moi. Un calme paisible, presque agréable. J'ai souri. Ce n'était pas un grand sourire. Rien de dramatique ou d'évident. Juste une petite courbe satisfaite de mes lèvres qui a semblé déconcerter Amandine plus que n'importe quelle larme ou protestation n'aurait pu le faire. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main avec des gestes assurés. Délibérément, j'ai attiré l'attention de Marc, notre serveur habituel, et je lui ai fait un signe de tête subtil. « Qu'est-ce que tu fais ?» a exigé Amandine, une partie de sa confiance vacillant en remarquant mon calme. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai regardé Marc se diriger vers le petit panneau de contrôle près du bar, où était géré le système audio du restaurant. Le jazz doux qui jouait en fond sonore s'est estompé, remplacé par le son distinctif d'une vidéo qui commençait. Le grand écran plat accroché au mur du fond, affichant habituellement le calendrier des événements du restaurant, s'est allumé avec une image entièrement différente. Amandine s'est tournée vers l'écran et j'ai vu la couleur quitter son visage comme de l'eau s'écoulant dans un siphon. « Non », a-t-elle murmuré. Mais si. Elle était là parfaitement nette, en haute définition, assise dans ce qui était clairement le bureau d'un avocat. Le rodatage indiquait une date d'il y a 6 mois à peine. « Donc vous voulez rompre complètement tous les liens ?» La voix de l'avocat a retenti dans le système audio du restaurant avec une clarté parfaite. « Complètement », a répondu Amandine à l'écran. Je ne veux pas qu'elle ait le moindre droit légal de contact ou de visite. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de fille. Amandine est devenue si blême que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir sur place. Elle a reculé en titubant, s'agrippant au bord de la table pour se soutenir. Qu'est-ce que c'est que ça ? La voix de Julien était à peine un murmure. À l'écran, la conversation se poursuivait. Et vous comprenez que cela signifie qu'elle n'aura aucun système de soutien, aucun lien familial du tout. Tant mieux, a répondu froidement la voix enregistrée d'Amandine. Peut être que cela lui apprendra enfin que les actions ont des conséquences. C'est à ce moment-là que les genoux d'Amandine ont complètement lâché. Elle s'est effondrée sur sa chaise avec une telle force qu'elle a glissé en arrière, puis elle s'est simplement affalée en avant sur la table inconsciente. La salle à manger a éclaté en chuchotements et en exclamations, mais je suis restée parfaitement immobile, regardant la vidéo, continuer à jouer, regardant le secret le plus profond de ma belle-fille être diffusé à tous ceux qui comptaient dans son monde social, si soigneusement construit. J'attendais ce moment depuis exactement 4 mois, 2 semaines et 3 jours. Depuis que le détective privé que j'avais engagé m'avait livré cet enregistrement sur la table de ma cuisine, accompagné d'un dossier cartonné, rempli d'autres documents qui avaient fait trembler mes mains de rage. Ce soir, enfin, tout le monde saurait qui était vraiment Amandine. 4 mois plus tôt, je disposais des fleurs dans ma cuisine lorsque la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. À mon âge, les visiteurs inattendus sont généralement soit des vendeurs, soit une voisine avec des commérages. L'homme sur mon seuil ne ressemblait en rien à l'image que je me faisais d'un détective privé. Monsieur Dubois était un homme d'une 50aine d'années vêtu d'un simple costume gris qui avait connu des jours meilleurs, portant une mallette en cuir usée qui suggérait qu'il était dans ce métier depuis longtemps. Sa poignée de main était ferme mais douce, et ses yeux avaient cette sorte de lassitude de ceux qui ont vu trop de facettes sombres de l'humanité. Madame Martine, sa voix était prudente, professionnelle. « Je crois que vous m'attendiez. » Je l'avais engagée 3 semaines plus tôt, après une conversation avec ma voisine Françoise qui avait planté une graine de suspicion que je ne pouvais ignorer. Elle avait mentionné avoir vu Amandine dans un cabinet d'avocats en ville, spécialisé en droit de la famille, ce qui semblait étrange. « Entrez, je vous en prie. » Je l'ai conduit à ma table de cuisine, la même table où j'avais passé l'appel pour l'engager, mes mains tremblant en composant le numéro. Monsieur Dubois a posé sa mallette sur la table et l'a ouverte. Je dois vous dire, Madame Martine, que ce que j'ai trouvé est plus étendu que ce que vous m'aviez initialement demandé d'enquêter. Mon estomac s'est serré. Je lui avais demandé de découvrir pourquoi Amandine consultait un avocat. Je ne m'étais pas préparée à quelque chose d'étendu. Avant de vous montrer quoi que ce soit, a-t-il poursuivi en sortant un épais dossier cartonné,
Je dois vous faire comprendre qu'une fois que vous aurez vu ça, vous ne pourrez plus l'ignorer. J'ai regardé le dossier, puis son visage buriné. Monsieur Dubois, j'ai été mariée 2 fois, j'ai enterré un mari et j'ai survécu à l'éducation de 3 enfants, en grande partie seule. J'ai appris que la vérité, aussi laide soit-elle, est toujours préférable à un beau mensonge. Il a hoché lentement la tête et a ouvert le dossier. Le premier document était une requête juridique datée de 10 à 8 mois plus tôt. En lisant l'entête, ma vision s'est brouillée un instant. Requête en retrait total de l'autorité parentale, abandon volontaire. Elle a une autre fille, a dit doucement Monsieur Dubois. Chloé. Elle a 23 ans maintenant. Mes mains ont commencé à trembler avant que j'aie fini de lire le premier paragraphe. Amandine avait volontairement renoncé à ses droits parentaux sur une fille d'une relation précédente. Non pas parce qu'elle était jeune et démunie. La requête indiquait clairement qu'elle renonçait à ses droits, car elle allait de l'avant avec une nouvelle cellule familiale et souhaitait éviter les complications. Il y a plus, a dit Monsieur Dubois. Le document suivant était le rapport d'une assistante sociale. Chloé avait 15 ans quand Amandine l'a abandonnée, la laissant aux soins d'une grand-mère âgée qui est décédée 2 ans plus tard. La jeune fille était sortie du système de l'aide sociale à l'enfance, sans soutien familial, sans argent pour ses études, sans aucun filet de sécurité. Où est-elle maintenant ? Ma voix n'était qu'un murmure. Elle cumule 2 emplois à Lille pour essayer de finir son BTS. Elle est complètement seule depuis ses 10 à 7 ans. Je fixais la photo que Monsieur Dubois m'a tendue. Chloé avait les yeux de Lucas, le même brun chaud qui venait du côté de mon fils Julien. Elle avait la structure osseuse, délicate d'Amandine, mais il y avait quelque chose dans son expression qui lui était entièrement propre, une lassitude et une force qui parlaient de quelqu'un qui avait appris trop jeune que le monde pouvait être un endroit froid et impitoyable. Elle ne sait rien de votre famille, a poursuivi Monsieur Dubois. Pour Chloé, sa mère a disparu de sa vie et n'a jamais regardé en arrière. Elle n'a aucune idée qu'Amandine s'est remariée et a eu la vie que Chloé n'a jamais eue. La pièce semblait tourner. Je me suis agrippée au bord de la table, essayant de digérer ce que j'apprenais. Comment avez-vous trouvé tout ça ? Les archives publiques, principalement. Les documents judiciaires sont accessibles si on sait où chercher. J'ai aussi parlé à d'anciennes connaissances. Il a fait une pause. Madame Martine, il y a autre chose. Je n'étais pas sûre de pouvoir supporter une autre révélation, mais j'ai hoché la tête. Chloé devenait trop âgée, trop indépendante. Elle commençait à poser des questions sur son père. Selon d'anciens voisins, Amandine semblait considérer Chloé comme un passif plutôt que comme une fille, quelqu'un qui pourrait interférer avec ses plans de repartir à zéro. Les mots m'ont frappée. Je pensais à Lucas, à tout l'amour et la fierté qu'Amandine lui montrait en public. Tout cela n'était-il qu'une performance ? Il y a une vidéo, a dit doucement Monsieur Dubois. Vidéo, j'ai pu obtenir des images des caméras de sécurité du cabinet d'avocats. Votre belle-fille a été très explicite sur ses intentions et ses sentiments envers Chloé. C'est alors qu'il m'a tendu la clé USB qui allait tout changer. Je l'ai regardée cette nuit-là seule dans mon salon. Voir Amandine parler de sa propre fille avec un tel détachement froid m'a rendue physiquement malade. Elle parlait de Chloé comme si elle se débarrassait d'un vieux meuble. Mais c'est le calcul derrière tout cela qui m'a horrifiée. Amandine avait effacé sa propre fille avec la même efficacité désinvolte que quelqu'un qui supprime de vieux fichiers d'un ordinateur. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais à Chloé cumulant 2 emplois, je pensais à Lucas, et je me demandais ce qui se passerait s'il devenait un jour un inconvénient pour l'image de sa mère. Mais surtout, je pensais à mon fils Julien, qui n'avait aucune idée qu'il avait épousé une femme capable d'abandonner son propre enfant. Je savais que je devais faire quelque chose. Mais quoi ? Comment s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais ? C'est là que j'ai commencé à planifier. J'ai de nouveau engagé Monsieur Dubois pour en savoir plus sur la situation de Chloé, tout en continuant à surveiller les activités d'Amandine. Ce qu'il a trouvé était un schéma qui m'a glacé le sang. Amandine s'était systématiquement isolée de toute personne qui connaissait son passé. Amie d'enfance parents, éloignait même sa propre mère, tous coupés de sa vie sans explication une fois qu'il n'était plus utile à son personnage. Ma belle-fille n'était pas seulement égoïste. C'était une prédatrice spécialisée dans la manipulation émotionnelle, et ma famille était son terrain de chasse actuel. Alors,
J'ai attendu, j'ai observé et j'ai planifié le jour où Amandine révélerait enfin sa vraie nature à tous. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. La vidéo a continué de jouer alors qu'Amandine gisait inconsciente. À l'écran, sa voix poursuivait avec ce même détachement froid. Je ne veux jamais qu'elle puisse me retrouver. Pour le monde entier, Chloé n'est pas ma fille. Julien était assis figé, regardant l'écran, comme un film étranger sans sous-titres. Son visage était passé par plusieurs couleurs de la confusion au choc jusqu'à l'horreur. Papa, la voix de Lucas était faible, incertaine. Qui est Chloé ? Avant que Julien ne puisse répondre, les yeux d'Amandine se sont ouverts. Elle a relevé la tête lentement, le mascara coulant sous ses yeux. Son regard s'est posé sur l'écran et la réalité l'a frappé de plein fouet. « Éteignez ça », a-t-elle murmuré, puis plus fort, frénétiquement. « Éteignez ça ». Elle s'est débattue pour se relever et s'est jetée vers les commandes de la télévision, mais Marc, le serveur, s'est interposé. Il m'a regardé et j'ai fait un léger signe de tête négatif. « S'il vous plaît », Amandine s'est tournée vers notre table. Tout ça, c'est sorti de son contexte. Vous ne comprenez pas. Alors, explique-nous, ma voix était calme, posée. Qui est Chloé, Amandine ? La question flottait dans l'air. C'est... La voix d'Amandine s'est brisée. Elle a regardé désespérément Julien, cherchant un signe de soutien. C'est ma fille. D'avant que je rencontre ton père. Ta fille, la voix de Julien était plate, sans émotion. Tu as une fille ? J'avais à corriger rapidement Amandine. J'avais une fille. C'était il y a longtemps. C'était compliqué, Julien. Tu ne comprends pas comment était ma vie à l'époque. À l'écran, la voix de l'avocat continuait. Et vous êtes certaine de vouloir inclure la clause empêchant tout contact futur, c'est tout à fait permanent. Complètement certaine, répondit la voix enregistrée d'Amandine. Je veux repartir à zéro. Aucune complication de mon passé. Lucas a repoussé sa chaise. Quel âge avait-elle quand tu as fait ça ? Elle avait 15 ans, mais vous devez comprendre... 15 ans, le mot a explosé de la bouche de Julien comme s'il avait reçu un coup de poing. Tu as abandonné une enfant de 15 ans. Je ne l'ai pas abandonnée. La voix d'Amandine est devenue défensive. Elle avait sa grand-mère. J'étais incapable d'être mère à ce moment-là de ma vie. Je regardais cet échange avec une fascination détachée. Mais tu étais capable d'être une mère pour moi. La voix de Lucas était calme, mais avec une dureté que je n'avais jamais entendue. Qu'est-ce qui m'a rendu différent ? C'est différent. Tu es différent. Comment ? Tu l'es, c'est tout ? J'étais jeune quand j'ai eu Chloé. Je n'étais pas prête. J'ai décidé qu'il était temps de parler. En fait, Amandine, selon les documents du tribunal, tu avais 28 ans quand tu as renoncé à tes droits sur Chloé. À peine une enfant toi-même. Le silence qui a suivi mes paroles était si complet que je pouvais entendre le personnel de cuisine en arrière-plan. Julien s'est tourné vers moi. Tu étais au courant. Je l'ai découvert il y a 4 mois. J'ai engagé un détective privé après avoir vu Amandine sortir d'un cabinet d'avocats. Je voulais savoir ce qu'elle cachait. Tu m'as fait suivre, a crié Amandine. Tu as violé ma vie privée. J'en avais parfaitement le droit. Ma voix a tranché ses protestations. Tu as épousé mon fils. Tu es devenue une partie de ma famille. Et quelque chose chez toi n'a jamais semblé juste. La vidéo sur l'écran arrivait à sa conclusion, la question finale de l'avocat résonnant comme un jugement. Et que devrions-nous faire si Chloé essaie un jour de vous contacter à l'avenir ? La voix enregistrée d'Amandine était d'une clarté cristalline. Dites-lui que je suis morte. Un hoquet de stupeur a parcouru les tables voisines. Le visage de Lucas était livide. Tu voulais qu'elle te croie morte. C'était plus gentil comme ça, a dit Amandine désespérément. Tu ne vois pas ? C'était mieux pour elle d'avoir une rupture nette. C'est la chose la plus égoïste que j'ai jamais entendue, a dit Julien doucement. Non ? Ai-je dit, ma voix coupant à travers son hystérie avec une autorité tranquille. Tu essayais de te protéger. Tu voulais repartir à zéro avec Julien et Lucas et Chloé était un inconvénient. Ce n'est pas vrai. Alors, où est-elle maintenant, Amandine ? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran où j'avais affiché une photo récente de Chloé que Monsieur Dubois avait prise quittant son travail. De nuit. Où est cette fille que tu étais censée protéger ? Amandine a fixé la photo et pendant un instant, quelque chose qui aurait pu être une véritable émotion
a traversé son visage. Chloé avait l'air fatiguée sur la photo, portant un uniforme d'agent de sécurité marchant vers sa voiture, dans un parking vide à 3 heures du matin. Elle, la voix d'Amandine a flanché. Elle cumule 2 emplois pour payer son BTS, ai-je continué. Elle vit dans un studio qui lui coûte les 3/4 de son revenu. Elle n'a ni famille, ni système de soutien, ni filet de sécurité d'aucune sorte, parce que sa mère a décidé qu'elle était un inconvénient. Le silence était total. Sur l'écran, la vidéo était terminée, remplacée par le calendrier habituel des événements, comme si rien ne s'était passé. Julien s'est levé lentement. « Je dois partir. » Julien attend. Amandine a tendu la main vers son bras, mais il s'est écarté. « Ne fais pas ça. » Hâté, il dit doucement. « Ne fais pas ça. » Il s'est tourné vers Lucas. « Mon fils, tu viens avec moi. » Lucas a regardé ses parents, la confusion et la douleur se livrant en bataille sur son jeune visage. Finalement, il a hoché la tête et s'est levé. « Ce n'est pas fini, » a dit Amandine, sa voix prenant une dureté alors qu'elle regardait sa famille se préparer à la laisser seule. « Tu crois avoir gagné quelque chose, Martine? Tu crois que détruire mon mariage fait de toi une héroïne? » J'ai pris mon sac et je me suis levée pour suivre mon fils et mon petit-fils. Avant de partir, je me suis retournée vers elle une dernière fois. « J'ai pas détruit ton mariage, Amandine. J'ai juste fait en sorte que ton mari sache avec qui il était vraiment marié. » En traversant la salle, je sentais des dizaines de regards nous suivre. Demain, cette histoire se répandrait comme une traînée de poudre. Son image, si soigneusement construite, serait détruite. Mais je savais que ce n'était que le début. La vraie bataille ne faisait que commencer. La première salve de la contre-attaque d'Amandine est arrivée 48 heures plus tard sous la forme d'un appel téléphonique navré de ma plus jeune fille Sophie, qui vivait à l'autre bout de la France. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» La voix de Sophie était tendue. « Amandine m'a appelée ce matin en pleurant. Elle a dit que tu essayais de détruire son mariage depuis des mois. J'étais dans mon jardin, coupant les roses fanées, quand le téléphone a sonné. La paix du matin s'est brisée. Elle t'a dit quoi ? Elle m'a dit que tu avais engagé quelqu'un pour l'espionner, que tu lui avais tendu un piège au dîner de Lucas. Maman, elle sanglotait. Elle a dit que tu essayais de monter toute la famille contre elle, parce que tu ne l'as jamais acceptée. » La façon prudente dont Sophie parlait me disait tout. Amandine l'avait eue. La première s'était peinte en victime et moi en méchante. Sophie, cette histoire a plusieurs facettes. Je sais que vous ne vous êtes jamais parfaitement entendus, mais maman, elle a dit que tu avais violé sa vie privée. Il y a eu une pause. Est-ce que tu as vraiment fait ça ? J'ai fermé les yeux. Oui, mais pas pour les raisons qu'elle t'a données. Alors pourquoi ? Comment expliquer à sa fille que la femme de son frère est une prédatrice ? Elle a une autre fille, Sophie. Une fille qu'elle a abandonnée quand elle avait 15 ans. Silence à l'autre bout du fil. Puis, doucement. Quoi ? Elle s'appelle Chloé. Elle a 23 ans maintenant. Amandine a légalement rompu tous les liens avec elle. Une autre longue pause. Tu es sûre ? J'ai des documents du tribunal, des enregistrements vidéo, tout. Mais même en le disant, j'entendais le doute dans la voix de Sophie. Maman, ça semble extrême. Tu es sûre que tu ne déformes pas les choses ? Et voilà. La graine qu'Amandine avait plantée germait déjà. Ma propre fille remettait en question mon jugement. C'est ainsi qu'Amandine opérait. Elle ne se contentait pas d'abandonner les gens. Elle détruisait d'abord leur crédibilité. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps dans mon jardin. Amandine savait que le moyen le plus efficace de gagner une guerre est de faire en sorte que votre ennemi se batte contre lui-même. Plus tard, ma voisine Françoise est passée pour notre thé habituel. J'avais reçu des appels similaires de 2 cousines et de la sœur de Julien, Nathalie. Toutes avaient entendu la même histoire, la pauvre Amandine, victime d'une belle-mère amère. « Je ne veux pas prendre parti, » a dit Françoise prudemment. « Mais les gens parlent Martine. Et ce qu'ils disent, eh bien ça ne te donne pas le beau rôle. Que disent-ils exactement ? Que tu as toujours été jalouse d'Amandine, que tu as engagé ce détective pour trouver des choses compromettantes sur elle. Et comme tu n'as rien trouvé de vraiment grave, tu as sorti les choses de leur contexte pour la faire passer pour une mauvaise personne. » Sortie de leur contexte, Françoise, elle a abandonné sa fille de 15 ans. Comment est-ce hors contexte ? Eh bien, d'après ce que j'ai entendu, la fille était difficile.
Elle se droguait peu, être. Et Amandine était jeune et effrayée. Je fixais ma plus vieille amie, la regardant répéter les mensonges d'Amandine. Où as-tu entendu cette version? Amandine m'a appelée hier. Elle était si bouleversée. Elle a dit qu'elle avait prévu de parler de Chloé à Julien quand le moment serait venu, mais que tu l'as forcée à le faire publiquement. Bien sûr. Amandine parcourait mon système de soutien réécrivant l'histoire, conversation par conversation. Le plus magistral était la façon dont elle avait positionné mon enquête, comme la véritable trahison. En se concentrant sur ma violation de sa vie privée plutôt que sur ce que cette enquête avait révélé, elle avait fait de moi la méchante de ma propre histoire. Ce soir-là, Julien a appelé. « Maman, il faut qu'on parle. » Sa voix était prudente, contrôlée. « Bien sûr, mon chéri. Tu veux venir dîner ? En fait, je pense qu'il serait préférable que nous nous rencontrions dans un endroit neutre. Que dirais-tu de ce café sur la place demain à 14 heures ? Neutre. Comme si j'étais une menace. Le lendemain, je suis arrivée au café en avance. Julien est entré à l'heure pile. Il s'est assis en face de moi sans rien commander. Maman, j'ai beaucoup réfléchi. Ce que tu as fait, faire suivre Amandine, lui tendre une embuscade en public, ce n'était pas bien. Peu importe ce que tu as découvert, ce n'était pas la bonne façon de faire. Et quelle aurait été la bonne façon, Julien ? Tu aurais dû venir me voir en privé. On aurait pu en parler en famille. En famille, Julien, il ne s'agit pas de moi qui n'aime pas Amandine. Il s'agit d'elle qui abandonne son propre enfant. Selon Amandine, la situation avec Chloé était plus compliquée. Elle a dit que tu avais délibérément sorti ces paroles de leur contexte pour la faire paraître aussi mauvaise que possible. Voilà. L'histoire réécrite, livrée par mon propre fils. Tate, elle aussi dit que Chloé cumule 2 emplois pour survivre. Elle m'a dit que Chloé a choisi de couper les ponts, qu'elle était en colère et refusait toute aide. Et tu la crois ? Je crois ma femme, a-t-il dit fermement. Et franchement, maman, le fait que tu sois allée si loin pour déterrer son passé me fait douter de tes motivations. Je le fixais voyant l'œuvre d'Amandine sur son visage. Mes motivations, Julien, j'essayais de protéger cette famille. De quoi d'une femme qui a pris des décisions difficiles en étant une jeune mère, d'une personne capable d'abandonner son propre enfant quand cet enfant devient un inconvénient. Tu ne sais pas si c'est ce qui s'est passé. Je sais exactement ce qui s'est passé. J'ai les documents. Des documents que tu as obtenus en violant sa vie privée. Maman Amandine est ma femme, la mère de mon fils. Ce que tu lui as fait était cruel et vindicatif. Les mots m'ont frappé de plein fouet. Mon propre fils. Alors que se passe-t-il maintenant ? Ai-je demandé doucement. Maintenant, nous essayons tous d'aller de l'avant. Amandine a accepté d'envisager une thérapie familiale, mais elle doit savoir qu'elle est à l'abri de futures attaques. Des attaques ? Elle a peur de toi, maman. Elle a peur de ce que tu pourrais essayer de faire d'autre pour lui faire du mal. J'ai failli rire. Et Chloé ? Ai-je demandé. Si ce que tu dis sur sa situation est vrai, alors être que nous pourrons trouver un moyen de l'aider, mais c'est quelque chose qu'Amandine et moi devons décider ensemble en famille. En famille. La phrase m'a piquée car elle montrait clairement où je me situais. J'étais maintenant une étrangère. En quittant ce café, j'ai réalisé qu'Amandine avait remporté la première manche. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que je menais des batailles depuis plus longtemps qu'elle n'était en vie et que je n'avais pas encore fini. 2 semaines après cette conversation dévastatrice, j'étais dans ma cuisine quand la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, je me suis retrouvée face à une jeune femme qui m'a coupé le souffle. Elle avait les yeux de Julien et la structure osseuse d'Amandine, mais avec une force tranquille qui lui était propre. Madame Martine, je m'appelle Chloé. Je crois que nous devons parler. Mes jambes ont presque flanché. Après des mois d'enquête sur sa vie à distance, la voir sur mon seuil était surréaliste. Chloé, comment m'avez-vous trouvé ? Ce n'était pas facile. Mais quand quelqu'un engage un détective privé pour enquêter sur votre vie, on finit par l'apprendre. Entrez, je vous en prie. Pendant que je préparais du café, Chloé observait ma cuisine. Vous êtes donc la belle-mère d'Amandine. Athée, elle dit finalement, je le suis, et vous êtes sa fille. Apparemment, bien que j'ai passé les 8 dernières années à la croire morte, j'ai failli laisser tomber la cafetière. Chloé s'est assise à ma table de cuisine. Quand je suis sortie de l'aide sociale à l'enfance, j'ai essayé de la retrouver. J'ai engagé un détective.
Il est revenu en me disant que ma mère était morte dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Je me sentais submergée. Il m'a montré un certificat de décès et tout. J'ai pleuré sa mort, Madame Martine. J'ai passé 3 ans en thérapie, mais elle n'était pas morte. Non, elle était ici à jouer à la famille parfaite avec votre fils et votre petit-fils. La voix de Chloé était stable, mais je voyais ses mains trembler. Savez-vous ce que ça fait de découvrir que votre mère non seulement vous a abandonné, mais a payé quelqu'un pour vous faire croire qu'elle était morte? Ce n'était pas suffisant pour elle d'abandonner Chloé. Elle avait dû s'assurer que la jeune fille ne la retrouverait jamais. Comment avez-vous découvert la vérité? Votre détective était bon, mais pas parfait. Quand il a commencé à poser des questions à Lille, une ancienne femme de ménage de ma grand-mère s'en est souvenue. Elle s'est aussi souvenue que ma mère l'avait payée pour répandre l'histoire de l'accident de voiture si jamais quelqu'un venait chercher. Elle a payé quelqu'un pour simuler sa propre mort, ai-je murmuré écœuré. Quelques centaines d'euros pour s'assurer que son passé reste enterré. Le rire de Chloé était creux. Moins cher qu'une pension alimentaire, j'imagine. Alors je lui ai tout raconté. Le détective, la vidéo, la confrontation au restaurant. Je lui ai parlé du refus de Julien de croire la vérité. Quand j'ai fini, Chloé est restée silencieuse un long moment. Elle a un fils, a-t-elle dit finalement. Mon demi-frère, Lucas, il a 22 ans. Il le sait maintenant. Il était là quand la vidéo a été diffusée. Chloé a hoché la tête lentement. Qu'a-t-il dit? Il était choqué, confus. Mais Amandine a travaillé très dur pour contrôler le récit depuis. C'est-à-dire, j'ai hésité. Elle raconte que tu étais une adolescente difficile, que tu avais des problèmes de drogue. Elle dit qu'elle a pris la décision difficile de te laisser être élevée par des membres de la famille qui pourraient mieux gérer tes problèmes. La tasse de café de Chloé a heurté la table. Des problèmes de drogue. J'avais les meilleures notes et je travaillais à temps partiel pour aider ma grand-mère malade. La seule chose que je traversais, c'était d'essayer de comprendre pourquoi ma mère avait disparu de ma vie. Je sais. J'ai vu vos bulletins scolaires. Alors vous savez qu'elle ment. Je le sais. Mais ma famille semble plus encline à croire sa version. Chloé s'est levée et s'est approchée de la fenêtre. Je veux les rencontrer. Hâtée, elle dit finalement. Qui? Mon demi-frère. Votre fils. Je veux qu'ils entendent la vérité de ma propre bouche. Mon estomac s'est noué. Chloé, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Amandine les a préparés. Alors, nous verrons si ces explications sont convaincantes quand je serai là pour la contredire. Il y avait dans sa voix une détermination qui me rappelait moi-même à son âge. Qu'espérez-vous accomplir? Ai-je demandé doucement. Chloé s'est retournée vers moi, des larmes perlant dans ses yeux pour la première fois. Je veux que mon demi-frère sache que j'existe. Je veux qu'il sache que notre mère est capable d'effacer ses propres enfants quand ils deviennent un inconvénient. Et je veux m'assurer que ça ne lui arrive jamais. Le poids de ses paroles s'est abattu sur la cuisine. Chloé n'était pas là pour la vengeance ou l'argent. Elle était là pour protéger un frère qu'elle n'avait jamais rencontré. Il y a un barbecue familial ce samedi, ai-je dit lentement. Chez Julien et Amandine. C'est censé être un rassemblement de guérison. M'y emmènerez-vous? J'ai pensé à la colère de Julien, au récit victimaire d'Amandine, à la façon dont ma propre famille s'était retournée contre moi. Oui, ai-je dit, je vous y emmènerai. Le samedi suivant, nous étions garés devant la maison de Julien. Prête, ai-je demandé à Chloé. Elle a lissé sa simple robe bleue. Non, mais autant en finir. J'ai frappé à la porte au lieu d'utiliser ma clé. Quand Julien a ouvert son visage et passé par la surprise, la confusion, puis une neutralité contrôlée. « Maman, j'ai amené quelqu'un que j'aimerais que tu rencontres. » Ai-je dit m'écartant, pour qu'il puisse voir Chloé. Les yeux de Julien se sont écarquillés. Même quelqu'un de déterminé à ne pas croire la vérité ne pouvait manquer la ressemblance familiale. « Voici Chloé, ai-je dit clairement. Ta belle-fille. » Julien est resté là bouche bée. « Bonjour, a dit simplement Chloé. J'avais hâte de vous rencontrer. » De l'intérieur, j'ai entendu un verre se briser, suivi de la voix faussement joyeuse d'Amandine. « Julien, qui est à la porte, je crois, a dit Chloé doucement, qu'il est temps pour une vraie réunion de famille. » Dès que Chloé est entrée dans le salon, le rassemblement de guérison s'est transformé. Amandine s'est figée dans l'embrasure de la cuisine, le visage blême. Pour la première fois, elle avait l'air vraiment effrayée.
Chloé. La voix de Lucas venait du canapé. Il s'est levé lentement. Tu es ma sœur. Demi-sœur, a corrigé Chloé doucement. Mais oui, la ressemblance entre eux était indéniable. Je ne comprends pas, a dit Julien. Chloé, si tu es vraiment la fille d'Amandine, pourquoi ne nous as-tu pas contactés avant? Parce que jusqu'à il y a 2 semaines, je pensais que ma mère était morte. Le silence était total. Ce n'est pas possible, a finalement réussi à dire Amandine. Chloé, ma chérie, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu étais en colère et tu as choisi de couper les ponts. Non, a dit Chloé fermement. J'avais 15 ans quand tu as signé les papiers pour renoncer à tes droits parentaux. 17 ans quand je suis sortie de l'aide sociale à l'enfance. Et 20 ans quand j'ai engagé un détective pour te retrouver et qu'on m'a dit que tu étais morte dans un accident de voiture. Elle a sorti un dossier de son sac à dos et l'a tendu à Julien. Voici les copies de tous les documents. Les papiers du tribunal, le faux certificat de décès et même les reçus prouvant les paiements effectués pour que cette histoire tienne la route. La main de Julien tremblait en ouvrant le dossier. Tu as payé quelqu'un pour simuler ta propre mort. Sa voix était à peine un murmure. Julien, tu dois comprendre, a dit Amandine désespérément. La situation était compliquée. Chloé traversait une phase difficile et je pensais, j'avais d'excellentes notes, a interrompu Chloé. Je travaillais pour aider ma grand-mère malade à payer les courses. La seule chose difficile que je traversais, c'était d'essayer de comprendre pourquoi ma mère avait disparu de ma vie. Elle s'est tournée vers la pièce. Je ne suis pas venue ici pour de l'argent ou pour la vengeance. Je suis venue parce que j'ai découvert que ma mère, que j'ai pleurée pendant 3 ans, a vécu une vie complètement différente pendant que je luttais pour survivre. Lucas s'est approché d'elle. Comment a été ta vie depuis qu'elle est partie? J'ai cumulé 2 emplois pendant 5 ans pour payer mon BTS. J'ai vécu sans aucun soutien familial, sans personne à appeler quand les choses devenaient difficiles. Amandine reculait vers la cuisine. Vous ne comprenez pas, répétait-elle. Alors explique-nous, a dit Julien la voix dure. Explique-nous en quoi abandonner une jeune fille de 15 ans, puis simuler ta propre mort était la bonne chose à faire. Elle n'était plus ma responsabilité. Le masque d'Amandine s'est finalement fissuré. J'avais une nouvelle vie, une nouvelle famille. Je ne pouvais pas laisser mon passé me suivre compliquer les choses. L'honnêteté de cette déclaration a frappé la pièce comme un coup de poing. Alors tu l'as juste effacée, a dit Lucas doucement. Tu as effacé ta propre fille. J'ai fait ce que je devais faire, a crié Amandine. J'ai dû choisir entre mon passé et mon avenir. Et j'ai choisi mon avenir. Tu t'es choisi toi-même, a dit Chloé avec une simplicité dévastatrice. Tu as choisi ton propre confort au détriment du bien, être de ton enfant. Julien a posé le dossier sur la table basse et a regardé sa femme avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, mais une reconnaissance complète de qui elle était vraiment. « Sors », a-t-il dit doucement. « Julien, s'il te plaît. Sors de ma maison. Sors de ma vie. Éloigne-toi de ma famille. Ta famille, la moitié de tout dans cette maison est à moi. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. En fait, dit Julien, avec une satisfaction sombre, je le peux. Le contrat de mariage en séparation de biens sur lequel tu as insisté fonctionne dans les 2 sens, Amandine. Si l'un des conjoints commet une fraude ou se livre à un comportement qui dénature matériellement son caractère, le mariage peut être dissous sans obligation financière. Le visage d'Amandine est devenu livide. Abandonner ton enfant et simuler ta propre mort pour le cacher à ta nouvelle famille me semble être une dénaturation matérielle, a poursuivi Julien. Mon avocat te contactera. Amandine a regardé autour d'elle cherchant un visage sympathique. Elle n'en a trouvé aucun. Vous le regretterez, a-t-elle dit finalement la voix basse et dangereuse. Vous tous. Une menteuse et une femme qui abandonne ses enfants a pris la parole Chloé. Je pense qu'on s'en sortira. Après le départ d'Amandine, la famille a passé le reste de la soirée à faire connaissance avec Chloé. Elle leur a parlé de sa vie, de son travail, de ses rêves, de devenir assistante sociale. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point elle s'intégrait naturellement. Elle avait le sens de l'humour sec de Julien, l'amour des livres de Lucas. Voir mon petit-fils et sa demi-sœur découvrir leur lien était comme voir 2 pièces d'un puzzle s'emboîter enfin. « Je n'arrive pas à croire que j'ai une sœur », a dit Lucas à un moment donné. « Demi-sœur » a corrigé à nouveau Chloé.
Mais elle souriait. Sœur, athée, il insistait. La partie demi n'est que de la biologie. Les sœurs, c'est un choix. 6 mois plus tard, je préparais le dîner du dimanche pour une foule plus nombreuse que je n'en avais eue depuis des années. Chloé s'était inscrite dans une école plus proche et Julien l'aidait avec les frais de scolarité. Lucas l'avait convaincu d'emménager dans la chambre d'amis de son appartement. Le divorce avait été finalisé rapidement. Amandine avait disparu de nos vies aussi complètement qu'elle avait autrefois disparu de celle de Chloé. Mais le changement le plus satisfaisant était dans ma relation avec ma famille. La crise avait balayé toutes les politesses et les faux-semblants. Nous étions plus proches, plus honnêtes. Mamie Martine, Chloé est apparue dans l'embrasure de ma cuisine. Julien m'envoie demander si tu as besoin d'aide. J'ai souri au titre qu'elle avait choisi pour moi. Pas Madame Martine, mais Mamie. Je crois que nous sommes presque prêts. Comment te plaisent les cours? Mieux que prévu. C'est étrange d'avoir des gens qui se soucient de ma réussite. Je m'y habitue encore. Un bon étrange ou un mauvais étrange, certainement bon, a-t-elle fait une pause, puis a ajouté doucement. Merci pour tout. D'avoir enquêté, de l'avoir confronté, de m'avoir fait entrer dans cette famille. Je sais que c'était pas facile. Je l'ai regardée, voyant non seulement la jeune femme qu'elle était devenue, mais aussi des aperçus de l'adolescente effrayée qui avait été abandonnée. C'est toi qui as fait le plus dur, lui ai-je dit. Tu as survécu. Tout ce que j'ai fait, c'est m'assurer que la vérité éclate au grand jour. Tout ce que tu as fait, a répété Chloé avec un sourire, c'est me sauver de passer le reste de ma vie à croire que je n'étais pas digne d'être aimée. De la salle à manger, j'entendais Julien et Lucas débattre. Le son de leur voix maintenant, rejoint par le rire de Chloé, remplissait ma maison d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Amandine avait essayé d'effacer Chloé pour protéger sa vie parfaite. Mais à la fin, sa cruauté n'avait fait que rapprocher notre famille. Chloé était la pièce manquante dont nous n'avions jamais su que nous avions besoin. Assise à table ce dimanche-là, j'ai regardé mon fils, mon petit-fils et la petite fille que j'avais gagnée à travers la tragédie et la vérité. Ce n'était pas la famille qu'Amandine avait essayé de construire. C'était mieux. C'était vrai. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous, qui avez écouté mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Laissez-moi un commentaire ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.